On parle maintenant de ce livre, La troisième vie. Fabrice Arfi, son auteur, est aujourd'hui notre invité en plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes journaliste d'investigation, on connaît l'enquêteur que vous êtes pour le site d'information Mediapart, le site d'information en ligne. Et là, vous nous présentez cette affaire d'espionnage basée autour d'un personnage, Vincenzo Benedetto. Alors, d'abord, pour commencer, qui est-il, si on peut vraiment le savoir? Oui, en fait, l'histoire de ce livre est née pour moi il y a longtemps, il y a 16 ans, en mars 2008. Je déjeunais avec un ancien agent du contre-espionnage français. Les contre-espionnages sont les espions qui enquêtent contre les espions des pays étrangers qui viennent espionner sur notre territoire. Et il m'a raconté une histoire qui était celle d'un vieil homme, d'un brave homme, maçon à la retraite, immigré italien, qui apprend à la fin des années 60 que son frère, qu'il croyait mort pendant la Première Guerre mondiale, en fait avait refait sa vie secrètement en Roumanie, où il avait été un temps fait prisonnier, que malheureusement ce frère était décédé quelques années plus tôt, au début des années 60, mais qu'il avait eu un fils qui s'appelle donc Vincenzo Benedetto. Cet oncle qui s'appelle Jean décide, ivre de joie, d'aller rencontrer ce neveu providentiel à Bucarest. Ce neveu a déjà une trentaine d'années, est marié, ils se rencontrent, il les convainc avec sa femme de venir s'installer à côté de Lyon, à Villeurbanne. L'histoire est très belle, c'est un miracle familial, mais l'histoire est fausse. Parce que Vincenzo, l'histoire est trop belle. Vincenzo Benedetto est un agent secret, un agent illégal. Il a à voir avec ce qu'on peut lire dans les romans de John le Carré ou dans des séries télévisées comme le Bureau des légendes. Ouais. Et donc, en me racontant cette histoire, cet ancien espion français va me mettre dans la tête les germes d'une obsession que je vais traîner pendant 16 ans. 16 ans, vous dites, effectivement. Pourquoi vous avez pris autant de temps, selon vous? Vous avez eu besoin de ce temps-là pour affronter cette histoire? Ça m'a pris du temps pour deux raisons. D'abord, pour essayer de reconstituer et de comprendre quelles étaient les vies inventées et la vraie vie de cet agent illégal. Vous pensez bien donc que... Le temps d'enquête déjà, oui. Ouais, de documenter, de voyager dans le temps, dans la géographie. J'ai passé un temps infini dans les archives à rencontrer beaucoup de témoins. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui infiltre une famille qui n'est pas la sienne, ça se prépare pas en quelques mois et c'est pas pour une petite mission. Donc ça m'a d'abord pris du temps de documenter l'histoire telle qu'elle est, bien que moi je n'ai que les petites armes du réel pour affronter une fiction qui est plus grande que moi, qui est la fiction d'État que représente l'espionnage. Mais ça m'a aussi pris beaucoup de temps pour décider quel livre je voulais faire. Parce qu'à mesure que j'avançais dans cette histoire, non seulement mon enquête me faisait rencontrer des personnages de ma propre vie, un journaliste qui m'a formé à Lyon, un magistrat qui m'a connu. Il y a quelque chose, il y a une collision avec une histoire personnelle. Avec, voilà, mon propre père, qui est un ancien policier de la brigade financière. Bon, et au bout d'un moment, j'ai abandonné un peu l'enquêteur que j'étais. Je surveillais le journaliste que j'étais pour essayer, en utilisant les armes de la littérature, bien qu'il n'y ait pas de fiction dans ce roman vrai, d'essayer d'accepter l'idée que parfois ne pas savoir dans une enquête peut avoir son importance et qu'en quelque sorte le destin d'un livre appartient autant à celles et ceux qui le lisent qu'à celui qui l'a écrit. Oui, donc ne pas savoir, donc effectivement, c'était schizophrénique en fait finalement entre l'enquêteur et le journaliste. Vous êtes en train de... Disons que c'est une forme de méditation sur ce que peut être notre métier de journaliste. Voilà. Est-ce que des faits plus des faits plus des faits, j'en ai trouvé plein et parfois d'inédits qui nous permettent de comprendre, y compris parfois quelques couloirs ombrageux de la Ve République sous la présidence de François Mitterrand. Mais est-ce que des faits plus des faits plus des faits, ça fait forcément la vérité? Et ça, c'est une question un peu existentielle pour le journaliste que je suis. Et j'ai été convaincu, au fond, qu'on n'est pas toujours obligé, en tout cas dans un projet comme celui-ci, d'accabler les lecteurs avec ses intimes convictions, que peut-être... Donc de donner une version... Le dernier geste de l'écriture, une fois qu'on a documenté beaucoup de pans de la réalité, c'est de suspendre la réponse pour la laisser à ceux qui lisent le livre, voilà, de laisser le choix, parce qu'il y a toujours des biais, il y a toujours des éléments qui viennent intercéder entre la chose regardée et le regard. C'est ça que m'a appris ce livre. Au fond, le réel a plusieurs visages. Oui. Revenons un instant sur Vincenzo Benedetto, beaucoup de crédulité autour de lui, beaucoup de faux semblants, mais il savait y faire. Hein. Est-ce que l'idée, c'était aussi de raconter un peu comment fonctionnent ces espions, comment ils travaillent, comment fonctionnent les couvertures? Oui, bien sûr, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la vie clandestine
d'un homme qui va adopter une identité qui n'est pas la sienne, qui va infiltrer une pauvre famille qui va se faire duper, qui va croire qu'elle lui ressemble à quelqu'un de la famille. Absolument, absolument, qui va quitter une dictature effroyable, la Roumanie oui. Du couple Ceausescu pour venir en France avec une mission secrète. Donc, bien sûr, plongé grâce à des documents inédits que j'ai pu trouver dans un certain nombre d'archives en France ou à l'étranger, pour raconter un peu la coulisse de ces vies inventées à quelque chose d'absolument fascinant. Il nous raconte encore des choses tout à fait d'actualité sur ces agents clandestins qui ne sont protégés de rien, oui. Contrairement aux diplomates quand ils se font arrêter. Il n'y a pas de convention de Vienne, il n'y a pas de... Voilà, ce sont des gens qui se mettent en danger et qui ont des doubles vies, et qui parfois même, c'est le cas des époux Benedetto, qui vont avoir des enfants, oui. dont eux, leur vraie identité et celle de Benedetto, alors que c'est une identité d'emprunt de ses parents. Donc là, c'est un gouffre existentiel. Tout à fait. Alors, il y a plein de choses à voir. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, il a pas mal de soutien. On apprend qu'il a pas mal de soutien. On apprend aussi qu'il y a aussi ce lien avec la Roumanie, qui est aussi très francophone, absolument. Avec la France. Enfin, il faut lire ce livre, La troisième vie, paru en France aux éditions du Seuil. Merci, Fabrice Arfi, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.